Bonjour à tous. Déjà, je remercie les intervenants précédents d'avoir fait une très belle transition avec notre sujet, parce qu'ils ont parlé d'intelligence derrière la data, et nous, on va vous parler d'activation intelligente. Donc tout ça est lié, et on veut notamment aborder la façon dont cette activation intelligente peut et doit être en lien avec des insights au-delà de la data. Alors, chez Kantar, la data, on connaît très bien, elle est au cœur de nos activités. Kantar, ce sont les entités que vous voyez à l'écran et qui sont spécialisées dans le traitement, l'analyse, mais surtout la compréhension des data pour en tirer des insights et des recommandations opérationnelles pour nos clients. Donc, on n'est pas un fournisseur de data, on est un fournisseur d'insights basés sur de la data. Et du coup, on a voulu un peu hacker le titre de cette journée et de se dire que le sujet, c'était finalement le futur de l'insight et la façon dont il doit s'inscrire dans la continuité avec les stratégies CRM et programmatiques de nos clients. Et c'est quelque chose qu'on met vraiment en œuvre chez Kantar, on va vous expliquer comment. Et on a notamment lancé une initiative qui s'appelle Kantar Activate, qui regroupe toutes les entités de Kantar pour répondre à ce besoin. En effet, chez Kantar, on connaît énormément de choses sur les consommateurs. Vous le voyez ici, donc c'est principalement deux choses. Un, ce qu'ils achètent, ce qu'on appelle le buy, et deux, ce qui va être les drivers des comportements, ce qu'on appelle le why. Donc par exemple, ça va être quels médias est-ce qu'ils fréquentent, quelles sont leurs valeurs, leur perception des marques, qu'est-ce qui va les motiver, les influencer, qu'est-ce qu'ils achètent, où est-ce qu'ils l'achètent, quel que soit le circuit de distribution. Donc on connaît énormément de choses sur les consommateurs avec des KPI très diversifiés qu'on peut utiliser soit de manière isolée ou de manière combinée. Alors du coup, on parle effectivement beaucoup de smart data, c'est un terme à la mode. Ce qui est smart pour nous, c'est d'utiliser de la data qui est le fruit de la connaissance client et mieux encore qui est le fruit de réflexions stratégiques et de recommandations opérationnelles pour des clients. Donc par exemple, ça veut dire qu'on travaille sur une segmentation d'une clientèle, quand on identifie par exemple une faiblesse dans la brand equity d'une marque, quand on recommande de recruter des nouveaux consommateurs, de fidéliser des petits acheteurs. Donc voilà, tout ce type de recommandations qu'on peut faire, toujours basées sur des données qui font référence et qui sont représentatives, c'est très important. Du coup, grâce à cette connaissance très poussée qu'on a des consommateurs, ce qu'on se dit, c'est que vraiment la data, elle doit s'adapter aux besoins des marques et non pas l'inverse. Ce n'est pas à l'annonceur et à son agence média de s'adapter dans sa stratégie aux data qu'ils arriveront bien à trouver parce que c'est ce qui est disponible. Donc ça paraît être une évidence comme ça paraît complètement faire sens, mais on va voir qu'en fait, il y a certains challenges et que ce n'est pas aussi simple que ça au quotidien. Et je vais laisser Anna vous expliquer ce point-là. Merci Anaïs. Alors en effet, quand on a voulu mettre en place les insights au cœur de l'activation, on est parti d'un constat. En fait, il y avait le monde du planning stratégique et le monde des achats, médias, et c'est vraiment deux mondes à part, surtout lorsqu'on parle d'achat digital. Donc en fait, la priorité ici, c'était vraiment de garder la valeur, la stratégie tout au long de la chaîne de valeur, si je peux dire, et vraiment d'assurer qu'il n'y avait pas de rupture entre ces deux mondes. Vraiment, le défi n'était pas un défi technique, enfin, il y a toujours la technique derrière, évidemment, mais c'est vraiment le défi de mettre autour de la même table les responsables du planning strat et les responsables des achats pour que vraiment le discours soit le même tout au long de la mise en place de la stratégie jusqu'à la tactique. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on retrouve les insights Kantar dans l'univers de l'activation du programmatique. Évidemment, dans le programmatique, on est connecté sur les plateformes, les principales DSP et sur les plateformes des clients pour pouvoir, justement, pour leur permettre d'aligner les campagnes avec les objectifs stratégiques. Et aussi, c'est le thème d'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Customer Centricity, on parle de CRM. Et ici, l'idée, c'est vraiment de récolter toutes les datas qu'on a sur le net, les datas évidemment des clients qui sont propriétaires de l'entreprise, et enfin des datas fournies par un tiers, notamment issus, la plupart du temps issus du monde physique. Et c'est ici que nous voulons, vraiment, c'est toute la philosophie de la connaissance du consommateur, de la connaissance client qui revient en force, et nous voulons y contribuer justement en pouvant
connecter, que ce soit une typologie de l'annonceur ou des critères vraiment segmentants, de pouvoir les associer à ce CRM. Le but étant de donner la possibilité à l'annonceur d'avoir ses insights sur ses propres outils, ses outils propriétaires, et ainsi décider s'ils veulent l'activer ponctuellement ou en fil rouge, en fonction bien évidemment des besoins. Alors justement, ces besoins, ils vont être différents et c'est très important de pouvoir s'adapter. Par exemple, si l'on part d'une audience prédéfinie, on va pouvoir rapidement cibler les méga consommateurs beauté qui seront déjà disponibles sur les principales DSP. On aura aussi des cas où ce que l'on recherche, c'est plus précis, on veut vraiment répondre au brief du client, et à ce moment-là, on va rajouter des critères à cette cible. Par exemple, pour continuer sur l'exemple de la beauté, on pourrait se dire, voilà, on va créer sur demande les fortes consommatrices beauté, mais qui ont aussi une forte affinité et qui privilégient les produits bio. Enfin, pour aller plus loin dans la finesse, on pourrait partir d'une étude spécifique client. Pourquoi pas segmenter le CRM ou segmenter les utilisateurs ou les consommateurs d'une marque de beauté. Et ainsi, à partir de cette segmentation, identifier là où les cibles clés que l'on va vouloir activer. Alors justement, je vais laisser la parole à Sylvain qui va nous expliquer comment, au sein de OMD, ils ont été pionniers quelque part dans cette intégration des insights dans le monde du programmatique. Merci Anaïs. Oui, donc nous, en tant qu'agence chez OMD, ça fait toujours partie de notre cœur de métier, de traiter de la donnée, des études, pour pouvoir mieux comprendre les cibles consommateurs de nos annonceurs et bien entendu les cibles médias à atteindre. Mais forcément, depuis qu'on a le digital et notamment le programmatique, on est capable de segmenter bien au-delà du critère socio-démo et d'aller travailler des critères discriminants de type attitudinal ou comportemental. Ça va se visualiser chez OMD de deux façons. Plutôt, pour respecter ce que disait Anaïs dans le why, on est plutôt sur la création de personae. Et sur le buy, on est plutôt sur ce qu'on appelle une demand map chez OMD, vous allez voir. Côté personae, profiling, on a tous l'habitude de bosser sur des cibles assez génériques. Ici, on a un exemple, alcoolier bière, un homme, 25-49, plutôt CSP+. En fait, aujourd'hui, avec le digital, on va aller travailler de la micro-segmentation qu'on appelle du personae. Ici, on a un exemple avec 7 sous-cibles que nous allons travailler avec de la donnée digitale, donc de la donnée OMD sous forme d'études ou de panels, de la donnée marché via par exemple du Kantar Media TGI, du social listening, et bien entendu de la donnée annonceur via du profiling de pixels ou de device ID mobile. Donc chacun de ces personnages a un socle socio-démo, mais tous ont des critères discriminants plutôt comportemental, affinitaire ou attitudinal. Côté buy, côté business, on a chez OMD ce qu'on appelle une demand map. C'est extrêmement efficace pour visualiser le potentiel business d'une marque annonceur. On a en général trois cibles clés, le consommateur existant, l'adjacent, qui est la cible la plus fine à toucher, et puis l'expansion qui sera la cible la plus lointaine. Et on peut se permettre, parce qu'on sait qu'on va activer en digital derrière, d'aller travailler des sous-cibles. Ici, on avait isolé une cible adjacent key competitors, donc ce sont des gens qui consomment des bières clés concurrentes, mais avec une faible fréquence, donc des gens qu'on pense être plus faciles à faire alterner. Donc au moment d'activer tout ça, on était assez limité dans le passé. On se contentait souvent du socio-démo, on avait quand même des catalogues de données tierces, de segments tiers disponibles dans les outils programmatiques, les DSP, mais sans vraiment savoir l'origine non plus de ces données. Et ce qu'on fait déjà depuis 2 ans chez OMD, c'est qu'on active systématiquement des audiences custom. C'est vrai que les offres Kantar nous ont bien aidés là-dessus, plutôt Kantar Media et le panel TGI. Donc tout ce qu'on trouve dans TGI, on peut le remettre dans nos DSP. Les cibles conso, forcément, Kantar World Panel. Et on va aussi souvent utiliser de la donnée en provenance d'Analect, c'est la division data du groupe, qui, eux, travaillent de la donnée navigationnelle sur le web. Donc ils segmentent sur des technos de NLP, Natural Language Processing. Donc c'est des associations de mots-clés qui nous permettent de trouver des critères discriminants pour nos personas.
Donc finalement, le pont technique, activation DSP, était assez simple à mettre en œuvre. À partir du moment où les offres sont disponibles, les DMP sont branchés au DSP, la complexité n'est pas si difficile que ça. Ce qui est plus structurant pour une agence comme la nôtre, c'est l'organisation. C'est pour ça que je voulais y concentrer un slide. Il y a 4 piliers importants que j'ai relevés. L'intégration du programmatique. Chez OMD, par exemple, il n'y a jamais eu de trading desk externe. Donc les acheteurs display ont toujours acheté du programmatique et le digital a toujours été au cœur de l'agence. Ce qui fait que c'est extrêmement naturel d'avoir autour de la même table, au moment de prendre un brief, le planeur strat, l'étude, le conseil et l'expert digital. Et si vous ne pouvez pas faire ça, c'est le point que tu évoquais, Anaïs, vous ne pouvez pas avoir cette réflexion de segmentation à l'origine et l'activation qui suit jusqu'au digital. La formation, bien entendu, tout le monde chez nous est formé au prog à tous les niveaux. Pour les nouveaux entrants, on a formé toute l'agence via un programme européen l'année dernière, en début 2017. Plus technique, c'est l'excellence opérationnelle, j'appelle ça. C'est si vous vous embêtez à travailler des micro-segments tels qu'on le fait, il faut bien entendu s'assurer que dans les plateformes, tout soit réglé de façon extrêmement précise pour qu'il n'y ait pas d'overlap dans la lecture des performances. Donc tout ça est processé sous forme d'A/B test et d'échantillons. Et dernier pilier sous-jacent à tout ça, mais évident, si vous n'avez pas de transparence dans vos achats programmatiques, de toute façon, vous ne pouvez même pas voir les tactiques qui sont mises en œuvre, l'origine des segments, le cadre de diff, etc. Donc comment impossible, bien évidemment, d'en lire les performances. Donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a été assez précurseur sur ce domaine. Très rapidement, pour finir, on a, pour aller plus loin, mis en place une plateforme de planning programmatique. On y injecte nos sources d'inventaire, nos segments. Ça nous permet d'anticiper les volumes disponibles par écran, par format. Et tout ça peut ensuite s'injecter dans le DSP. Donc, on a ici les 4 piliers d'une campagne programmatique typique. On a vu comment on préparait nos segments, comment on choisissait les formats et les écrans qu'on allait adresser. Enfin seulement vient les choix techniques, les DSP qu'on va utiliser pour trouver nos audiences. Et dernier point, le contexte éditorial. En dernier, on a chez OMD une marketplace avec plus de 500 deals qu'on monitor sur de la visibilité, de la fraude et la brand safety. Donc toutes nos campagnes auront en général 3 couches. Il y a toujours un bassin socio-démo sur lequel on s'appuie, qu'on va utiliser comme un bench. Au milieu, on aura du comportemental et latitudinal ou du conso sur mesure, campagne à campagne. Et puis il y aura toujours, bien entendu, au cœur de la campagne, de la data annonceur. C'est souvent celle qui performe la mieux, forcément en quantité plus réduite, soit du reciblage tel quel ou du lookalike. Voilà, je vais repasser la main à Anaïs. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, on a vu cette démarche, c'est une démarche qui est importante, mais surtout l'idéal, c'est de pouvoir créer un cercle vertueux. Donc, partir d'insights robustes qui vont nourrir des recommandations et par la suite, ces recommandations vont définir la campagne qu'on veut activer. Mais on ne peut pas s'arrêter là, bien évidemment. Il faut pouvoir traquer les résultats de cette campagne, il faut pouvoir mesurer l'impact de cette campagne et connaître de cette façon, affiner la connaissance de la cible. Donc c'est vraiment en assurant, si je peux dire, la non-rupture entre les différentes étapes qu'on va pouvoir préserver une amélioration constante des stratégies mises en place. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.